Disons-nous les choses avec Laban, avec Monsieur Franco, qui lui-même, je le disais, ne se dit pas leader, mais porte-parole. Nous avons évoqué beaucoup de choses, dont notamment l'argent, voilà, on s'est précisé, on s'est reprécisé, on a reprécisé nos termes, disant que c'est l'un des nerfs de la guerre et que l'éducation est, voilà, le nerf de la guerre en vérité. Voilà, chose que, voilà, on a beaucoup ce constat-là. Donc, disons-nous les choses avant dernière partie. Ma question, Kémy Séba, pourquoi n'avons-nous jamais eu vent d'une quelconque interconnexion ou même d'une simple discussion entre vous concernant la question noire? À l'image de Malcolm X et Martin Luther King, qui avant leur mort s'étaient entendus pour s'unir afin d'étendre leur combat dans toute l'Amérique grâce à leur crédibilité et grâce à leur notoriété. Problème de leadership, concurrence, problème de méthodologie. Pourquoi? Kémy Séba, pourquoi? Alors, je tenais à dire qu'il y a plein de personnes avec qui il est difficile pour nous, pour des raisons ou d'autres, qui nous échappent ou qui sont inhérentes à nous-mêmes, de nous interconnecter. Donc, Kémy Séba fait partie de cette sphère-là. Mais donc, si je devais dire pourquoi, il n'y a pas de raison. On a déjà discuté avec Kémy Séba, c'est-à-dire on a déjà discuté de près ou de loin. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a quand même une différence de personnalité, une différence d'approche. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce qui prête sans doute confusion auprès des gens, nous, on lutte contre la négrophobie. Mais en fait, ça, c'est un... Comment dire ? Tu parlais de palier. C'est un prétexte pour en arriver à une finalité. On pense que la logique de ce système est totalement destructrice et que le racisme qui est notamment perpétré contre les Noirs est annonciateur de quelque chose de beaucoup plus dramatique. Donc, ce que je dirais, c'est que on ne se pose pas sur le même terrain. Je pense, et je ne veux pas parler en son nom, que lui se pose en représentant de la communauté noire, et moi, comme je l'ai dit, on se représente comme des personnes qui luttons contre qui luttons contre un mal qu'on fait contre nous. Et j'ai vu plusieurs fois des écrits qui prêtaient à confusion nous concernant de sa part, c'est-à-dire qu'on combattrait la négrophobie pour se faire aimer de nos bourreaux. C'est une vision totalement fausse, absurde, etc. Je tenais à dire aussi que combien même on pourrait, je ne parle pas de Kémy Séba ou quoi que ce soit, mais on pourrait ne pas s'entendre, etc. Je défie quiconque de regarder dans nos interviews sur des dizaines d'années. Nous n'avons pas pour habitude de critiquer l'action des uns et des autres, tellement on sait à quel point c'est dur d'agir de là où on est. Mais ce que tu dis là, ça, malheureusement, ça reflète ce qui se passe dans ce qu'on appellerait cette communauté noire. Je vais en revenir même sur ce terme communauté noire, mais le fait que vous n'arriviez pas à vous interconnecter, le fait qu'il n'y ait pas, que vous n'ayez pas réussi à trouver un terrain d'entente pour avoir des actions communes, malheureusement, ça reflète ce qui se passe dans... comme tu parlais tout à l'heure de reproduction. Nous reproduisons des comportements qui font que on n'arrive pas à se fédérer, on n'arrive pas à s'unir et résultat, chacun agit dans son coin. Alors que concrètement, ce que beaucoup se disent, c'est que, admettons que Laban et Kémy Séba, à son organisation, ou même d'autres, s'uniraient, on sait que techniquement, créerait une force supérieure que celle qui est présente aujourd'hui. En tout cas, il faudrait étudier le fond des choses. C'est à savoir que déjà, si on connaît la personnalité de Laban, on refuse jamais de parler à quiconque. C'est-à-dire, même imaginons on ne s'entendrait pas avec quelqu'un, on l'écoute toujours parce qu'on ne sait jamais. C'est-à-dire, c'est une histoire presque de croyance. On ne sait jamais d'où va venir une solution. Donc, il ne faut jamais avoir d'a priori sur un individu. On peut ne pas l'aimer, on peut l'aimer. Mais en tout cas, il faut toujours écouter. Ça, c'est notre devise. Même s'il est dans le camp adverse, là, je parle vraiment de ceux qui nous méprisent en tant que Noirs, etc. Nous avons toujours la patience d'écouter ce que l'autre a à nous dire, ne serait-ce que pour confirmer la vision qu'on avait de lui ou d'elle, ou pour l'infirmer. Ensuite, ce qui est effectivement, c'est-à-dire que, comme je dis, il faut interroger les histoires de personnalité qui jouent peut-être quelque chose là-dedans. C'est-à-dire que même si on parle de médias nous concernant, on n'a pas un rapport aux médias qui est le même.
Donc c'est aussi des questions de personnalité qu'il faut interroger. Et il y a quelque chose encore de plus complexe, c'est-à-dire je pense qu'on est conditionné à se baser sur les apparences. Il faudrait voir les conditions d'apparition de chacun de nos mouvements, c'est-à-dire que mon but n'est pas ici de faire état de certaines choses, mais je pense que les choses se réfléchissent de manière plus complexe que la manière dont les apparences nous les montrent. Ce que je veux dire, c'est que le système a une capacité à faire naître des organisations de manière officielle, mais aussi de manière officieuse. Et ça, c'est des choses qu'il faut aussi interroger. C'est des choses qu'il faut interroger. Moi, je ne suis pas là. Mais, voilà. Tu évoques, parce que moi, j'entends bien ce que tu dis là. Ouais. Ce que tu es en train de dire, c'est que je redis tes mots, après je les décrypte. Ouais. Que le système a pour vocation de mettre en lui, d'organiser, de mettre en place des organisations officieuses ou officielles. Après, je ne te cache pas que on a eu cette discussion nous à Grigny avec des gars nous qui disaient que concernant en tout cas Kébi Séba ou même d'autres, on se demande, même Laban, on peut se poser aussi la question. Tout à fait. Est-ce que Laban n'est pas une voiture téléguidée par telle ou telle partie ou sert telle ou telle cause en vérité, telle cause politique. C'est-à-dire que derrière, il y a peut-être un élu derrière en fait. Et nous, on est là en train de faire... voilà, les gens font les militants noirs, oui, nanani, nanana, mais derrière, il y a un élu qui finance et qui fait en sorte que les choses aillent. D'ailleurs, pour revenir sur ça, c'est une chose que j'ai oubliée, c'est il y a eu beaucoup de... Voilà, il y a eu beaucoup de... En tout cas, pour ceux qui ne vous soutiennent pas, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, le fait d'être parti il me semble, soutenir un député, là. Le truc européen, là. Voilà, au Conseil européen, au Parlement européen. Là. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, étant donné que ce député est très controversé vis-à-vis de ses positions, et je sais que Kébi Séba aussi à l'époque était, comme on l'a vu dans son documentaire, se disait que moi, dans mes interventions, j'accepte que des gens d'extrême droite viennent parce que nous nous ressemblons dans nos combats, même si nous ne combattons pas le même ennemi. Ok, alors déjà, je tenais à dire que les gens doivent être prudents pour toute personne, et nous y compris, et déjà avoir cette méfiance parce qu'on ne sait jamais d'où viendra soit la solution, soit la trahison. Je veux dire, Sankara l'a vécu dans sa chair, Lumumba l'a vécu dans sa chair, donc pourquoi pas nous? Donc méfiez-vous, c'est-à-dire que ne prenez que ce qu'il y a de bon à prendre dans notre action et jetez ce qu'il y a de mauvais. Des erreurs, je tiens à rassurer tout le monde, on en fera. Il est extrêmement difficile quand on est sur le terrain de prendre les bonnes décisions à chaque fois. Donc tu es en train de dire que cette connexion que vous avez faite avec ce député à l'époque, si on parle de ça, c'est une erreur. Ah non, du tout, parce que là je vais m'expliquer sur le député. Il faut bien comprendre notre manière d'agir. Nous, on discute avec quiconque, c'est-à-dire qu'on peut discuter, par exemple, j'ai dit ce que je pensais de la naissance du CRAN, ce qui ne veut pas dire que je parle du contenu du programme du CRAN, je parle de ce caractère suspect qu'a la naissance du CRAN, mais on peut discuter avec le CRAN. Donc on discute avec ce député et il faut bien comprendre, les gens sont là à s'attacher sur les palabres ou l'apparence. Ce qui était en train de se jouer à ce moment-là, c'était la reconnaissance de la négrophobie, non pas parce que ça nous importe, mais c'est toujours mettre ce système qui se prétend être celui des défenseurs des droits, etc., en face de ces contradictions. C'était de faire rentrer la question noire, la question de la négrophobie dans le Parlement européen, et notamment en interrogeant la question de l'esclavage, du chlordécone, de la discrimination agraire, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est le fait que les béquets et la majorité des terres, etc. C'est-à-dire que nous, ce qu'on regarde, quand on parle, c'est on se met d'accord sur un sujet à l'instant T. Si on rejoint et qu'on est d'accord sur le fond de l'action à défendre sur le moment, on y va. C'est ce qu'on allait faire au Parlement européen. Et il faut savoir qu'il est aussi très, très symbolique et important que des groupes comme la Brigade anti-négrophobie ou d'autres rentrent dans des institutions telles que le Parlement européen avec leur t-shirt, avec leur état d'esprit, etc., etc. Parce que quand on rentre dedans, c'est-à-dire c'est une manière de... On dit qu'on est radical, mangeur de blanc, etc. Il faut après qu'ils justifient pourquoi ils nous ont laissé rentrer au Parlement européen. C'est-à-dire que c'est des contradictions en face desquelles on aime mettre les institutions, etc. Mais est-ce que cette action-là, est-ce qu'elle a apporté réellement? Et après, je reviens sur ce que tu me disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on parlait d'égal à égal par rapport au fait de... Voilà, les financements et autres. Oui. Et
En fait, ce que tu dis est paradoxal. Oui. Moi, comment dire, j'entends des paradoxes dans ce que tu dis. D'un côté, tu nous dis que voilà, les institutions, l'État raciste fait en sorte de nous mettre, voilà, entre guillemets, dans des cases et nous empêcher d'évoluer ou autre. Et d'un autre côté, tu nous dis, il est important que la BAN aille dans ces institutions-là pour essayer de changer les choses. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pour perturber, c'est-à-dire c'est perturber un certain confort. Perturber, oui. c'est vouloir changer aussi. Oui, bien sûr, parce que tu mets c'est comme quand on va à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le but, c'est de mettre un État raciste ou un système raciste en face de ses contradictions et lui dire, vous faites semblant de poser les vraies questions, alors qu'en fait, vous êtes en train de détourner ces questions, de les manipuler, de les vider de leur sens révolutionnaire pour en fait les aseptiser. Donc au final, vous agissez par étapes. Oui, mais ça, on n'a jamais remis en cause le fait d'agir par étapes. Ça dépend maintenant si on s'entend sur les étapes. Fin de cette partie. Disons-nous les choses. DNLC, disons-nous les choses. Dernière partie avec Monsieur Franco de la brigade anti-négrophobie. Donc là, c'est l'épilogue. Donc nous avons parlé de différentes choses, du fait que la BAN, nous reconnaissons, nous voyons la BAN agir avec des opérations coup de poing. Voilà, beaucoup se posent des questions, se disent est-ce que la BAN ne fait que ça ? Voilà, Franco nous a répondu que nous ne faisons pas que ça, mais il nous a évoqué le fait qu'il y a un certain manque d'effectifs aussi. On a parlé de beaucoup de choses, dont le fait de le nerf de la guerre. Voilà, le nerf de la guerre n'est pas que l'argent, mais on a parlé aussi d'éducation. Juste avant qu'on finisse la partie, dans la partie précédente, on a parlé de cette espèce de connexion qu'il y avait au Conseil européen, beaucoup se sont questionnés, se sont dit mais pourquoi pourquoi avec lui? Voilà, c'était la question que beaucoup de gens se posent. Voilà, Franco nous a répondu, un petit peu aiguillé sur tout ceci. On a parlé aussi de Kémy Séba, parce que voilà, c'est une grande question que beaucoup se posent et se disent mais attends. Les frères, soit vous vous réunissez, soit vous reproduisez les comportements et qu'on n'y arrivera jamais. Voilà. Nous avons parlé de tout ceci. Nous avons aussi parlé de ce travail vis-à-vis de cet ouvrage ou même de ce combat de la négrophobie et des bases. Voilà, des bases sur lesquelles s'était appuyée la BAN pour faire cette étude sur la négrophobie, dont un livre Black Power, dont aussi certaines références comme celle de Cheikh Anta Diop, Frantz Fanon et d'autres, pour ne citer que. Et juste rappeler aussi que Fanon a parlé de négrophobie dans son livre, c'est-à-dire il est l'un des premiers à en avoir parlé, mais ça restait encore dans un cadre très élitiste. Nous, on a fait en sorte de vulgariser ce terme, et on expliquera peut-être pourquoi. Donc, nous arrivons à l'épilogue, mais avant que... c'est l'épilogue, mais j'ai une dernière question. C'est pour ça que là, on va vraiment être bref. Au final, votre combat n'est-il pas perdu d'avance ? Car lorsqu'on parle d'une seule et même communauté, pour beaucoup, c'est une illusion. Peu se reconnaissent car techniquement, les Noirs sont divisés en plusieurs communautés, d'où, entre autres, tous ces ultranationalismes. Et le fait que la plupart des Noirs ont une conscience de communauté et non une conscience de peuple. Ok, pour essayer de faire simple, ça dépend comment on voit le combat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit la brigade anti-négrophobie dans un cadre qui est imposé et qui réduit en fait la nature de notre combat. En fait, si on voit la chose en termes de système de pensée, il n'est pas question de dire que par exemple que les blancs sont des sales races et les noirs sont des bons. C'est pas ça. On étudie les systèmes de pensée. Et si on étudie les systèmes de pensée, on voit que tous les êtres humains ne sont pas pareils. C'est-à-dire que si on prend le système de pensée des Noirs, donc des Africains, ou qu'on prend le système de pensée des Indiens qui ont été exterminés par les Européens, les vrais Américains, on voit que ces gens-là étaient en osmose avec la nature. Ils ne faisaient qu'un avec la nature. Ils ne s'estimaient pas supérieurs. Ils n'estimaient pas qu'ils devaient l'exploiter, la soumettre à leurs exigences, à leurs désirs, à leurs fantasmes. Donc c'est un combat de système de pensée. Soit on a accepté qu'on est devenu ce que l'oppresseur a fait de nous,
Et dans ce cas, finalement, on décide de croire qu'il est inutile de combattre les choses et on doit accepter les choses comme elles sont parce que de toute façon, on ne pourra rien changer. Soit on estime qu'il y a quand même un ordre des choses qui est plus juste et meilleur. Pas parce que c'est un conte de fées, parce que c'est une réalité. On ne peut pas tuer celle qui nous a donné naissance. Or, l'Occident, on n'a qu'à l'analyser objectivement. De par ses actes, sa manière de penser, sa manière de faire de l'économie, c'est un tueur en série, de par ses élites et tout ce qui s'ensuit. Je tenais à vous dire une chose. Vous croyez qu'on a tiré les leçons de la colonisation avec soi-disant la découverte de l'Amérique, qui est en fait la spoliation de l'Amérique avec l'extermination des Indiens et ensuite la justification de l'esclavage des Noirs? On n'a pas tiré les leçons, simplement on a les faits tous les jours qui nous le prouvent, mais on ne les voit pas. Je vous avais parlé du conditionnement qui nous empêche de voir les choses comme elles sont. Et bien vous voyez, quand l'Occident affrète des fusées pour aller sur Mars, nous, on dit, ils ont découvert Mars, ils sont en train de coloniser Mars. Et s'ils peuvent, ils coloniseront Pluton, Akhenaton, Pataton, et ils iront. C'est-à-dire que si on leur donne les moyens, ils coloniseront tout l'univers. Et on ne peut pas imaginer qu'ils ne feront autre chose que continuer à polluer pour avoir toujours plus, toujours plus. Donc, c'est-à-dire que cette logique de pensée, elle est autodestructrice. C'est aussi simple que ça. Pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à la colonisation, voilà, beaucoup pensent que la colonisation est finie, qu'il y a une décolonisation. Mais quand on sait que beaucoup de pays d'Afrique continuent à payer l'impôt colonial, on se pose des questions. En tout cas, je tenais à te dire, Monsieur Franco, que ce fut un entretien fortement enrichissant. Nous avons pu, tu vois, moi j'affectionne un sport de combat tel que la boxe. Et c'était un bon combat de boxe. Tu vois. il y avait différents rounds. Et ces rounds, voilà, m'ont rappelé quelque peu le combat de Foreman vs Ali, tu vois. On est un petit peu soft, mais tranquille, quoi. Tu vois. J'ai apprécié aussi la franchise des interviews parce que j'estime qu'une interview ne doit pas aller dans le sens du courant et doit sortir les gens de leur confiance et tout ce qui s'ensuit. Je tenais néanmoins à préciser juste une chose. Quand j'ai parlé de création officieuse du système par rapport à des groupes qui nous concernent, ça ne veut pas dire qu'ils ont pu créer dans l'ombre un groupe qui nous concerne et que quelqu'un serait complice de cette création. Non, ça veut dire qu'on réunit les conditions pour que ce groupe émerge et soit plus visible. C'est ça qu'il faut réfléchir. Et voilà. Quels sont, pour terminer, après je terminerai par une phrase que je dirai à la fin, mais quels sont là les objectifs pour la bande? Quelle est l'actualité? Quels sont les objectifs? Comme je te disais, les grands questionnements, c'est hormis les opérations coup de poing, quelles vont être les actions, on va dire, peut-être moins coup de poing, mais sur la durée, sur le long terme. Est-ce qu'il y a une prévision de ça? Et comme tu m'as dit, il y a un manque d'effectifs. Donc, comme partout, nous manquons tous d'effectifs. Hein. Les 91, Blockout, le Job Training, Révèle-toi, Jeune Aumône, toutes les assos que nous représentons ici, manquent d'effectifs. On manque de bras. Est-ce que hormis ces opérations coup de poing et tout ce qui s'ensuit, est-ce que maintenant, voilà, il y aura un développement de programmes vis-à-vis des gens des quartiers, parce que c'est les gens des quartiers qui, en majorité, sont touchés par la négrophobie ou même l'islamophobie ou même tous ces mots en i là. Alors c'est ce qu'on appelle de tous nos voeux, hein, à savoir que c'est ce qu'on appelle de tous nos voeux, mais ça dépendra quel programme de fond. Si c'est pour faire ce que les autres savent faire, ils le feront sans doute mieux que nous, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le soutien scolaire, etc., etc. Maintenant, si c'est aider à apprendre à lire entre les lignes, ce que peu savent faire, on aimerait venir en renfort, parce qu'il ne suffit pas d'apprendre à un élève racisé et colonisé ou néocolonisé d'être bon à l'école. Il suffit de lui apprendre, parce que dans l'école, il y a en même temps la solution, mais en même temps le poison. Je terminerai en parlant de ce symbole qu'on trouve en haut des pharmacies, la croix et le serpent, qui en fait veut dire que à travers le venin, on trouve l'antidote. Donc, il faut continuer à être en contact. Il y a des gens qui veulent faire une rupture. Non, il faut continuer à être en contact, mais à comprendre quelle est la part du poison et en tirer les solutions. Donc, il faut continuer à aller à l'école. Il faut continuer à regarder ce média, mais il faut surtout le comprendre et savoir comment il nous domine. Tu es conscient que la banne fait peur.
Parce que la banne, pour beaucoup de gens, la banne représente l'extrême. Je veux dire, il fait peur. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, le fait d'intégrer, voilà, peut-être même des institutions ou autres pour développer des programmes pour lire entre les lignes. Je suis d'accord avec toi. Mais après, je pense qu'il faut passer par des associations qui sont déjà implantées pour le faire, parce que la banne, elle toute seule, venir, il y a beaucoup de gens qui diront non, dans ma mairie, non, je veux pas. Là, c'est clair, mais on peut faire office de conseil sans être visible. Nous, on n'a pas on voue pas un culte au projecteur. C'est-à-dire que c'est la nécessité qui nous oblige à être visible, parce que, bon, je pourrais pas l'expliquer ici, mais pour que le combat ait une certaine caisse de résonance, ce que déteste plus que tout ce système, c'est d'être sali. C'est-à-dire que son image de pays des droits de l'homme sont entachées. La preuve en est, Zied et Bouna sont morts dans les conditions qu'on connaît suite au contrôle au faciès. Tout de suite après, bizarrement, on a vu de la coloration après que la France est brûlée partout et qu'il y a eu une exportation de son image négative au niveau international. On a vu des Noirs dans la publicité, on a vu beaucoup plus des Noirs et d'autres, bien sûr. On a vu Harry Roselmack, une propagande sur lui, une publicité sur la promotion sur son fait, alors qu'il était que titulaire et qu'il n'a jamais qu'il était que je sais plus comment on dit, en tout cas comme réserviste et non titulaire, mais il y a eu tout un battage de foin. Donc je veux dire que ce que déteste ce pays et tout État impérialiste, c'est le fait qu'on écorne la façade démocratique qu'il met en place et qu'on montre son vrai visage, c'est-à-dire celui de la France-Afrique, de l'esclavage, des contrôles aux faciès, des crimes policiers, des violences policières racistes, etc. C'est ce que déteste ce pays. Donc c'est les seules raisons qui expliquent que nous, on mène des actions visibles, parce qu'on n'a pas d'armes, on n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent. Donc la seule possibilité pour nous d'écorner l'image de ce système, ou la carte postale de la Tour Eiffel telle que présentée à l'extérieur, c'est donc de pouvoir un moment montrer, comme on le fait quand on va à la commémoration officielle de la dite abolition de l'esclavage, extrêmement raciste et négrophobe, c'est de montrer qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Si les gens ne le comprennent pas dans le fond, en nous voyant simplement, ils se disent c'est comme un disque rayé, vous êtes en train de manger ou faire vos activités et vous écoutez votre musique, vous kiffez, et d'un coup le disque est rayé. Ça vous dit, il faut que j'aille voir. Voilà ce qu'on essaye de faire à notre modeste niveau. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. TNLC avec Franco de la brigade anti-négrophobie. Je te remercie et je terminerai par cette phrase. Aussi vrai que la douleur est un mal nécessaire, car elle est un remède au danger. La brigade est anti-négrophobie, et pour certains, notamment pour notre grand frère à Grigny, un collectif, une voix utile, un opposant nécessaire à ceux qui ont libéré la parole raciste dénuée de raison et de bon sens. Disons-nous les choses. Merci Monsieur Franco, merci Isa, merci Monsieur Samba, merci Monsieur Mathieu, merci à Blackout Radio, Blackout Music, merci à tous, merci à Révèle-toi, Zonzon 91, merci à Jeune Aumône, à toutes les associations, No Job Training, merci à tous, et disons-nous les choses, s'achève ainsi. Merci à tous. Je représente la banlieue sud Grigny 350.